Allez, viens, on t'emmène à la rencontre de ceux qui changent le monde. Bienvenue, je m'appelle Sylvia Mikoun et vous écoutez Impact Positif. Le podcast qui vous parle de ces gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. De ces gens qui veulent avoir un impact positif sur la société, ceux qui inspirent, ceux qui font tout simplement. Depuis quelques années, 1 million de révolutions ont surgi. Du citoyen à l'entrepreneur en passant par le grand groupe ou encore l'étudiant, le frémissement se fait entendre partout. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut faire bouger les lignes. Ces actrices, ces acteurs, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée et quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. Je crois qu'il faut plutôt célébrer l'ignorance parce qu'effectivement, quand on est ignorant, on n'a rien à prouver en fait. Parce que la connaissance, à un moment donné, devient un fardeau. Pour ce premier épisode d'Impact Positif, je suis fière et particulièrement heureuse d'avoir rencontré Navi Radjou. Navi est franco-américano-indien. C'est lui qui a fait émerger le concept de frugalité, l'art de la débrouille et l'art de trouver des solutions simples mais ingénieuses à des problèmes complexes. C'est la révolution Jugad. Il a insufflé partout ce concept et il le susurre à l'oreille de beaucoup de PDG en France, dans le monde et dans la Silicon Valley où il vit. Il accompagne le changement et sillonne la planète pour inspirer. Aujourd'hui, il travaille sur le concept de société consciente. Quand on regarde autour de soi, l'innovation est partout, mais à quoi sert-elle véritablement ? Comment redonner du sens à ce progrès ? C'est tout l'objet de ses réflexions. Navi nous parlera aussi de son parcours, de ses propres doutes et comment il les surmonte, de ses révolutions intérieures. Un personnage passionnant que vous allez découvrir. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager. Allez, Impact Positif, épisode 1, andiamo. Navi Radjou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce premier podcast. On est vraiment ravis de lancer ce programme avec vous. On va commencer par le début car on a le temps et on a décidé de prendre le temps avec ce podcast. On a envie d'emmener nos auditeurs, de les emmener dans votre univers pendant quelques instants pour qu'ils en ressortent avec quelques outils pour eux-mêmes, pour leur vie, pour leur travail. On va tout d'abord parler de frugalité, d'innovation frugale. C'est le concept que vous avez développé au début de votre carrière. Et pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler d'innovation frugale, si vous deviez le résumer en quelques mots, aujourd'hui, ce serait quoi ? L'innovation frugale, c'est la capacité de faire mieux avec moins, c'est-à-dire créer plus de valeur économique et sociale avec très peu de ressources. On imagine que c'est une définition aussi qui a évolué avec le temps. D'ailleurs, vous le dites dans vos livres, il y a un 1.0, un 2.0, un 3.0. En effet, au départ, on a écrit un livre qui s'appelle L'innovation Jugad, qui est sorti en 2012, où on a célébré en fait l'ingéniosité des entrepreneurs dans les pays émergents comme l'Inde, au Kenya ou ailleurs, qui sont capables en fait d'improviser des solutions tout à fait simples avec très peu de moyens. Ça, c'est vraiment l'esprit système D quelque part, ou l'esprit de MacGyver quelque part. Et ensuite, le Jugad a évolué pour, aujourd'hui on appelle ça l'innovation frugale, qui est utilisée maintenant aussi par les grandes sociétés comme Renault, de façon systématique pour développer des produits et services qui sont abordables, mais aussi durables. On va y revenir, mais tout d'abord, frugalité ou Jugad, ce concept que vous avez développé, que vous avez insufflé aux entreprises, aux entrepreneurs, il a germé dans votre enfance déjà à Pondichéry. Expliquez-nous un petit peu. Oui, parce qu'en fait, j'ai grandi à Pondichéry, une ancienne colonie française en Inde, qui en fait a un climat tropical, très aride. Donc, le matin, moi et mes frangins, on s'est réveillés très tôt le matin pour effectivement remplir des seaux d'eau qu'on utilisait le reste de la journée pour se laver ou pour cuisiner. Donc, c'était mon première expérience, c'était le fait que la rareté de ressources, c'est pas quelque chose qui était intellectuel, c'est quelque chose de réel. Et la deuxième expérience, c'était que je grandissais dans un bidonville, au centre de la ville, où effectivement, mes meilleurs amis étaient des enfants pauvres. Et donc, ils étaient souvent nus, ils avaient peut-être même pas de chemise. Et pourtant, j'ai vu comment, malgré cette pauvreté, ils avaient une ingéniosité incroyable. Ils étaient capables, effectivement, de trouver des solutions tout à fait ingénieuses aux problèmes quotidiens dont ils faisaient face. On n'avait pas des jouets, vous savez, il n'y avait pas Barbie, donc il fallait tout... Donc on les fabriquait. On les fabriquait, quoi, là, c'est ça. On ne consommait pas de façon passive, on les fabriquait, on les créait. Et donc, c'est les deux expériences qui m'ont beaucoup marqué. C'est le fait que les ressources ne sont pas intarissables et limitées. Elles sont limitées, elles sont même rares. Donc, il faut savoir les préserver, comme l'eau en particulier. Et le fait que même les gens qui sont pauvres, finalement, ils ont peut-être moins d'argent,
mais ils ont effectivement une abondance en termes de créativité. De l'Inde, vous arrivez en France, vous faites des études d'informatique à Paris, je crois que vous entrez à Centrale. À Centrale Paris, exact. Et j'ai fait donc un master à Centrale Paris, qui était se porter en fait sur le système d'information ouvert. Et c'était un concept qui, dans les années 90, était encore nouveau. Mais aujourd'hui, c'est très connu, on appelle ça l'innovation ouverte. Donc, c'est vraiment l'idée du fait que de plus en plus d'entreprises doivent apprendre à collaborer avec d'autres entreprises pour co-créer des solutions. Ils n'ont pas essayé de développer des solutions de façon isolée, cloisonnée voilà, dans des centres de recherche, développement. Alors, mais vous ne restez pas en France. Hein. Vous n'avez pas envie de rester en France, vous partez aux États-Unis. Pourquoi d'ailleurs vous ne restez pas en France? Alors, il faut savoir que moi, j'ai grandi, je fais partie de la génération Mitterrand. Donc, effectivement, c'était une phase de transition dans les années 90. Il y avait effectivement Erasmus, le projet donc, pour les étudiants, qui permettait aux étudiants français de voyager à travers l'Europe. Et moi, c'était important pour moi de transcender un peu l'hexagone, de limiter l'hexagone et aller découvrir un autre monde. Et là, je me suis dit, tiens, peut-être ce serait sympa d'aller aux États-Unis, enfin Amérique du Nord. Donc, je suis allé au Canada. J'ai travaillé donc avec IBM dans un centre de développement de logiciels. C'était une expérience très, très importante pour moi parce qu'on était dans une équipe de développement de 20 personnes et il y a une douzaine de nationalités différentes. Oui. Donc, le multiculturalisme, c'était quelque chose, personnellement, je n'ai pas connu quand j'étais en France. C'était quand même assez homogène culturellement. Mais quand je suis allé au Canada avec... Vous voulez dire à Centrale, vous voulez dire ou à Paris ou à Paris, en France en général. Pourtant, Paris est quand même connu pour être assez multiculturel. Mais le monde de travail où j'étais, ce n'était pas encore le cas. Quoi. Là, ça a beaucoup évolué depuis dans 25 ans. Mais dans les années 90, c'était quand même relativement homogène, ou du moins mon propre expérience. Mais au Canada, j'ai découvert effectivement ce multiculturalisme. Et puis ensuite, comme j'étais indien, c'était peut-être l'appel de mes racines. J'ai entendu parler, on appelait ça le miracle des tigres asiatiques, vous voyez, du sud-est asiatique, comme le Singapour, le Taïwan, qui commençaient à décoller économiquement dans les années mi-90. Et là, je me suis dit, tiens, il faut que j'aille sur le terrain pour vraiment mieux comprendre le modèle de développement économique de l'Asie de l'Est. Et donc, je suis allé à Singapour d'abord, et ensuite, je suis allé travailler pendant 3 ans en Thaïlande, à Bangkok. Et puis, à un moment donné, vous allez aux États-Unis quand même. Vous entamez un MBA. Exact. Vous dites, je vais faire un MBA aux États-Unis. Et puis, moi, j'ai retenu quelque chose que vous avez dit, parce que je vous ai écouté chez Spark News, au Club de l'innovation positive, et vous parlez effectivement de ce MBA que vous avez entamé, je crois que c'était à Yale, c'est Yale, ça? Exact, 98. Et puis, vous n'arrivez pas à le financer. Il faut savoir qu'effectivement, c'est extrêmement cher. Il faut avoir beaucoup d'argent pour financer ça. Vous faites banqueroute, vous n'arrivez pas à le financer. Et puis, vous vous dites finalement, c'est que je me suis trompée, ce n'était pas fait pour moi finalement. Exact. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait des études informatiques à Centrale, donc 95, et c'était le début de la vague de ce qu'on appelait un techno-MBA. C'était l'idée qu'effectivement, ce profil mix qui combine en fait un diplôme d'ingénieur avec un diplôme d'MBA, qui rendait en fait des gens jeunes comme moi très, très attrayants pour les employeurs. Donc, ce concept de techno-MBA, intellectuellement, me fascinait. Donc, je me dis, tiens, j'ai déjà un diplôme d'informatique et ce serait sympa justement d'avoir un diplôme MBA aussi. Comme ça me rend beaucoup plus attrayant sur le plan d'emploi. Et donc, mais je n'ai pas écouté mon cœur. Parce qu'en fait, mon cœur n'était pas du tout intéressé pour faire un MBA. C'était votre raison qui parlait. Voilà, en fait, je peux vous dire, parce qu'en fait, moi, après mon bac, moi, je voulais faire le journalisme, en fait. C'était ça ma passion. Mais comme quoi, le destin avait d'autres plans pour moi. J'ai fait l'informatique. Donc, quelque part, j'étais beaucoup plus intéressé dans la communication des idées. C'est ça qui m'intéressait. Mais je pense que, à travers la pression des autres copains que j'avais, et puis peut-être la pression du temps, c'était la mode en ce moment-là, en années 90, de parler de techno-MBA. Donc j'ai entamé ce programme à Yale, et puis finalement, effectivement, dès le premier trimestre, je savais qu'effectivement, je vais faire banqueroute. Et donc après, c'était un peu c'était très tendu, parce qu'en fait, effectivement, ça coûtait à peu près $100 000. Les frais d'études. Ouais, c'est très cher. C'est très cher. Moi, j'avais à peine $5 000, quoi. Donc, dès le premier trimestre, c'était clair que ça allait être une catastrophe. Et pourtant, j'ai persisté. Et c'était une expérience très douloureuse. Qu'est-ce que vous en retirez finalement de cette expérience? C'est un des principes de mon livre, c'est suivre son cœur, quoi. Et non pas écouter des sirènes, vous voyez, qui vous font
prendre des décisions qui finalement ne sont pas très positives pour vous sur le long terme. Et deuxième chose que j'ai appris à travers l'expérience, c'est qu'à la fin de cette première année de MBA, où finalement il fallait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon visa étudiant a expiré, quoi. Et j'étais tellement déterminé de rester aux États-Unis, je me suis dit, je ne veux pas retourner en France. Coûte que coûte, il faut que je reste aux États-Unis. Et là, j'ai aussi trouvé cette ténacité, cette détermination qui était très, très forte, qui m'a vraiment permis effectivement de candidater rapidement pour un job que j'ai trouvé. Et j'ai fait une interview in extremis, juste la veille où mon visa en fait expire, quoi. Donc la deuxième leçon, c'était effectivement d'aller puiser dans cette résilience que je ne savais pas que j'avais. Et vous avez dit une chose assez forte, hein, parfois on a besoin d'une crise pour découvrir son véritable soi. C'est un peu ce qui vous est arrivé. Tout à fait. Et ça m'arrive en général toutes les 10 ans. Donc voilà, donc j'ai eu une crise avec donc le MBA, c'était 98. Après, en 2007, j'ai eu une grande crise de santé. Que les médecins occidentaux n'étaient pas capables de diagnostiquer. Et finalement, grâce à la médecine indienne, donc traditionnelle qu'on appelle Ayurveda, j'ai pu effectivement retrouver ma santé. Et puis là, là, je traverse justement une autre crise existentielle. Je viens de sortir d'ailleurs. Et là, c'était aussi intéressant. Donc, quasiment toutes les 10 ans, j'ai l'impression qu'il y a une forme de crise. Qui sont tout autant d'opportunités, finalement. Exactement. C'est une façon de se remettre en question et aussi de se challenger des fois et dire, est-ce que je suis sur la bonne voie ? Ou est-ce qu'il n'est pas temps justement que je me challenge un peu et que je poursuis peut-être une nouvelle opportunité qui, au départ, je pensais que je n'étais pas qualifié pour poursuivre, quoi. En tout cas, c'est aux États-Unis que vous développez aussi le concept qui se trouve dans votre livre, sorti en 2013 chez Diathéno, Innovation Jugade, redevenons ingénieux. Qu'est-ce qui se passe après la sortie de ce premier livre ? C'était un succès phénoménal en France en particulier, parce que je crois que ça a beaucoup résonné en France, parce que ça s'apparente beaucoup au concept de système D quelque part. Et donc ça fait écho à tous finalement. À tous, exactement. En fait, tout le monde peut s'en servir. Tout le monde servir, exactement. C'était vraiment de donner en fait la confiance aux gens, de dire écoutez, vous pouvez être démunis de ressources matérielles ou autres. Vous avez peut-être fait des études très avancées. Mais on a tous effectivement des capacités internes comme l'ingéniosité qu'on peut aller puiser pour ensuite soit trouver des solutions à nos problèmes ou encore mieux trouver des solutions sociales, quoi. Les problèmes que confronte la communauté locale, par exemple. Donc, c'était vraiment un message très optimiste. Et à ma surprise, ça a résonné à travers tous les tranches d'âge. Que ce soit les jeunes au lycée, étudiants, mais aussi donc les cadres, mais même les PDG, quoi, qui quelque part, je crois que ont perdu quelque part cet esprit de jugade dans un environnement de plus en plus structuré, quoi. Donc quelque part, je crois que c'était un thème qui a résonné en fait à travers les générations. Oui, parce que ce que vous dites aussi, en quelque sorte, c'est que tout le monde a le pouvoir. Il ne faut pas se reposer sur les gouvernements, les institutions. Tout le monde peut le faire. Exact. En fait, c'est vraiment l'idée de dire que c'est l'innovation une forme bottom-up, quoi. C'est-à-dire que finalement, il y a même maintenant le concept, ce qu'on appelle le pouvoir, un livre qui vient de sortir, New Power, de Jeremy Hymans et Andrew Timms, qui vraiment explique que le sens même de pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir, est moins en moins centralisé et moins en moins appartient à des institutions, des grosses institutions, vous voyez, qui contrôlent de façon centralisée. Maintenant, le pouvoir, c'est beaucoup plus un courant d'eau. Elle est beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus latérale. Donc, quelque part, c'est dire que l'innovation et la capacité d'innover en tant que pouvoir n'est plus centralisée par quelques entreprises ou des grands centres de recherche. Elle se démocratise. Et elle coule, exactement. Et donc, c'est comme un flow, en fait. Donc, c'est pour ça, je crois que quand c'est sorti en 2013, ça fait mouche très vite. Et du coup, ça a été facile, on imagine, de convaincre les responsables, les investisseurs, les entrepreneurs. L'accueil a été plutôt favorable. Donc, pas simplement au niveau, effectivement, individu, qui ont trouvé un écho, mais aussi décideurs. Ça a été fascinant pour moi, Sylvia, parce que je suis français, je suis indien, je suis américain. Et à ma surprise, c'est en France qu'il y a eu beaucoup de retentissement. Positif, mais paradoxalement en Inde... Pourquoi vous pensez, pourquoi en France? Alors moi je pense qu'effectivement il y avait, j'introspecte un petit peu, je crois que ce qui s'est passé c'est que c'était quelque chose au départ un peu exotique. Et Jugad déjà disait c'est quoi ce truc là, donc il y avait c'est quoi cet animal, c'est quoi ce Jugad, et au fur et à mesure qu'ils ont découvert, je crois qu'il y a eu une appréciation pour les pays émergents.
Parce que souvent, les pays émergents, on les voit comme des marchés. On appelle ça des marchés émergents, quoi. Oui. Mais là, on s'est rendu compte que des marchés sont aussi des sources d'innovation. Donc, quelque part, ça permet de recadrer la perspective, en fait, des dirigeants en disant, finalement, tiens, je n'ai pas pensé qu'en Inde ou en Afrique, on peut aussi aller puiser, en fait, dans ces pays-là pour trouver des idées ingénieuses. Donc, ça, c'est en France. Ça a été quand même bien reçu. Par contre, à ma surprise, en Inde, c'était un peu mixte. Parce qu'en fait, le Jugaad était quelque part perçu comme, pas péjoratif, mais quelque chose qui se pratique en fait dans les villages, par exemple. Oui. Vous voyez. Et comme l'Inde était en train de rentrer dans une phase de modernisation et d'urbanisation... Donc le bottom-up, là-bas, ça ne marchait pas. Voilà, pour eux, c'était quelque part, je dirais, c'était un peu péjoratif et même un peu insultant, quoi. Ils disaient, non, l'Inde, on ne fait pas de Jugaad, quoi. On est plutôt dans la R&D classique, on veut devenir comme l'Occident, en fait. Et malgré ça, on a vendu quand même plus de 100 000 exemplaires en Inde, parce que les jeunes, ils adorent ça. Donc, j'ai vu qu'en fait, en Inde, les jeunes s'identifient très vite avec cet esprit Jugaad, très ingénieux, très système D, très adaptif. Mais par contre, les gens qui étaient un peu plus âgés, pour eux, c'était un petit peu, si vous voulez, un rappel de cette Inde qui était un peu fermée, qui, effectivement, était un peu sous-développée économiquement. Mais ils n'avaient pas vraiment compris que l'essence du Jugaad, ce n'est pas des questions de niveau de vie, mais cette capacité résiliente, cette résilience créative de pouvoir trouver des solutions à des problèmes. Vous dites aussi que la prise de conscience, elle s'est fait très lentement à l'économie, ce n'est pas que les bénéfices. Ça, vous avez eu du mal aussi au début à insuffler cette idée-là. Comment c'était perçu dans la Silicon Valley ? Alors, justement, on a parlé de l'Inde où c'était un peu mixte. En France, un grand succès, grand engouement. Et Silicon Valley, au départ, c'était un échec parce que finalement, les gens, ça ne les intéressait pas, quoi. Je veux dire, faire quelque chose avec peu de moyens alors qu'on a plein de ressources, quoi. Il y a une abondance de ressources. Donc, l'idée... Et c'était il n'y a pas très longtemps, hein, finalement, en 2012, 2013. Exact. Donc, et c'est vrai qu'en 2012... Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que depuis 3 ans, ça a commencé à changer. Alors, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a le changement climatique. Oui. Donc, de plus en plus, surtout sous Obama, à la fin de son 2e mandat, les gens ont compris qu'il faut apprendre à faire mieux avec moins. Et surprise, c'est qu'en Californie, on fait face à une rareté d'eau. Sécheresse d'eau, vous savez bien que la nappe phréatique est en train de descendre de façon alarmante. Donc, tout d'un coup, surtout en Silicon Valley, on se dit, effectivement, on n'a pas toutes les ressources en abondance dont on croyait. Donc, il faut effectivement apprendre à faire mieux avec moins. Et puis aussi, je crois qu'il y a eu une appréciation de plus en plus pour de nouveaux modèles d'innovation qui se pratiquent dans les pays émergents, qui est aussi quelque chose que maintenant, en Silicon Valley, les investisseurs commencent à comprendre que le Silicon Valley sera juste un centre d'innovation parmi d'autres. Hein. Il y a l'Inde qui se développe à Bangalore, il y a Shenzhen en Chine, il y a Nairobi au Kenya, etc. Donc, tout d'un coup, il y a une petite, je dirais, dose d'humilité en Silicon Valley, en comprenant, parce qu'ils réalisent maintenant que finalement, on n'a pas un monopole de créativité et d'innovation. Ouais. Mais ça marche quand même, hein, parce que vous recevez un prix, je crois, hein, à la même période, un prix d'ailleurs prestigieux qui récompense les penseurs de l'innovation, c'est le Thinker 50 Innovation Award. Donc du coup, là, qu'est-ce que vous vous dites ? Ça y est, là, j'ai franchi un palier. C'est une revanche sur le passé, l'époque du MBA où vous surviviez ? Oui, je dois vous avouer que, pour être très franc avec vous, moi, je me rappelle encore, c'était pas aussi joyeux que ça, parce que quand je suis allé récupérer le prix, vous pouvez voir d'ailleurs la vidéo de mon talk, en fait, j'étais accaparé d'une grande tristesse. Parce qu'en fait, c'était un long chemin quand même que j'ai dû faire pour arriver à là. Donc, j'avais l'impression de sentir cette fatigue, en fait. C'était cette arrivée à la fin. Finalement, me prouver, c'était sympa. Mais je pense qu'il y avait une tristesse parce que, mes parents ont décédé il y a longtemps. Donc, cette incapacité de partager un peu ce succès avec ma famille, surtout mes parents. Donc, il y avait ça. Mais au-delà, je crois qu'il y avait une troisième émotion qui était là. C'était ce sens de responsabilité. Parce que je voyais que le fait que ça a été reconnu avec ce prix, donc ce livre en particulier, je me suis dit, tiens, finalement, c'est plus qu'un livre. C'est un mouvement, en fait. Et donc, tout d'un coup, je ne suis plus juste un auteur maintenant, je suis un peu comme une porte-parole. Un messager. Un messager maintenant, qui doit porter maintenant ce mouvement. Hein. Donc, devenir, en fait, un leader, quoi. Et là, j'ai vraiment ressenti ce poids, en fait, ce fardeau presque au départ. Et ça m'a pris quand même du temps pour m'adapter à ça. Parce qu'au départ, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Mon style, en fait, c'est j'écris un livre et je veux le prochain livre, quoi. Vous voyez. Mais là, je me suis dit, non, ça, c'est pas un livre, quoi. C'est un mouvement que tu lances.
et tu vas en fait être un peu le porte-parole. Le porte-parole, ouais. quoi. Hein. Donc, ou le père même, j'appelle ça, parce qu'en fait, des fois, dans les journaux, on me dit, voilà, je suis le papa de Jugad, quoi. Donc, quelque part, comme un papa, il y a une responsabilité. Vous voyez. Donc, il faut vraiment prendre soin de ce concept jusqu'à ce qu'il se développe, il mature. Et ensuite, effectivement, comme l'enfant, il va prendre sa propre itinéraire, mais juste aux trajectoires de... Puis contrôler aussi son évolution, voilà, c'est ce que je le disais, parce qu'effectivement, les temps changent absolument vite. Et il faut que ça évolue. Le Jugad, on le retrouve où aujourd'hui, si vous deviez nous donner quelques petits exemples d'entreprises ou... Alors, Jugad, ça se pratique à la fois dans les grandes sociétés, mais aussi parmi les entrepreneurs sociaux. Là, j'ai amené en fait effectivement un petit objet que vous pouvez voir. Hein, ça ressemble en fait à un mini sac de couchage. En fait, ça, c'est un incubateur pour les bébés prématurés qui a été développé par 4 étudiants de Stanford. Il faut savoir qu'en Occident, quand des bébés sont nés de façon prématurée, on les met dans un incubateur qui coûte $20 000 et qui nécessite aussi l'électricité. Donc, $20 000 pour une famille pauvre en Inde ou au Kenya, c'est beaucoup d'argent. Et de plus, ils n'ont pas l'électricité pour alimenter l'appareil. Donc, ces étudiants-là, en fait, de Stanford, ont eu cette idée ingénieuse, Jugad, en fait, de créer cet incubateur qui ressemble plutôt à un mini sac de couchage. Et l'idée, c'est qu'effectivement... il est assez petit, hein, donc si on le décrit, il fait 35 cm sur 20 cm, c'est ça, à peu près, plus ou moins. Exact, voilà, c'est ça. Et c'est portable, donc c'est vraiment l'avantage, c'est quelque chose qui est portable, c'est pas fixe. Et dedans, il y a un matériau que vous pouvez mettre sur une plaque chauffante. Ça, c'est comme de la cire, ça fond. Et vous réinsérez ça dedans et ça peut garder le bébé à température constante pendant 6 heures d'affilée. Ah oui, 6 heures, c'est pas mal, effectivement. Ouais. Et donc, ce produit-là coûte $200. Donc, 1% du coût des incubateurs qu'on trouve en Occident. Mais ça va au-delà de ça, c'est que l'idée de faire mieux avec moi, c'est pas juste que c'est plus abordable, c'est le fait que la mère peut avoir un contact physique, peau sur peau, comme on appelle, avec l'enfant. C'est le kangaroo care, qu'on appelle. Et donc ça, c'est un garant en termes de développement émotionnel de l'enfant sur le long terme. Ils ont déjà sauvé la vie de presque 300 000 enfants, bébés prématurés. Ah oui, d'accord, parce que là, vous me l'amenez ici, mais il est déjà... Ah oui, mais ça fait 5 ans qu'ils ont lancé ça. Et c'est ça aussi, c'est qu'il y a un produit aussi simple, aussi modeste que ça, peut avoir un grand impact sur le plan social. Alors Navi, depuis, vous publiez régulièrement des livres, hein. Vous donnez des cas concrets comme autant de guides pour les managers sur leur leadership aussi. Est-ce que vous avez eu le sentiment de les avoir influencés? Vous avez travaillé avec les plus grands groupes de la planète. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, tout à l'heure vous me parliez de votre responsabilité, est-ce que vous me dites, tiens, j'ai semé des graines et j'ai fait progresser les choses? Oui, enfin, à plusieurs niveaux. Moi, je rappelle toujours, il y a une conférence où j'étais intervenant, en fait, keynote speaker. Et puis, il y avait le PDG de ce CAC 40 qui était donc censé faire un speech après moi. Et donc, j'ai présenté en fait cette idée que le leader, en fait, c'est pas un leader qui est 100% rationnel. Hein. Surtout en France, on est très cartésien. Il faut aussi qu'un leader se connecte avec le cœur et puisse effectivement intégrer la logique, l'intuition et les émotions. Donc, c'était un peu l'idée de les 3 qualités et les compétences à intégrer dans la prise de décision. C'était donc l'intellect, la logique, les émotions, le cœur et puis l'intuition qui est beaucoup plus profond. Et je crois que c'était fascinant de voir comment le PDG, qui était censé en fait faire un talk en énumérant des faits, des data en fait, il a en fait ignoré son speech. Et puis il a en fait fait un talk qui est venu du cœur, beaucoup plus il a improvisé après votre intervention. Voilà, exactement. Je vais tout changer. Et il avait même des larmes à un moment donné. Et il a dit après coup, c'est toi qui quelque part m'a donné le courage, d'être moi-même. Donc ça, c'était un beau moment pour moi. Je voyais qu'effectivement un impact. Mais au-delà des individus, c'est quand même très sympa de voir pas mal d'entreprises, par exemple en France, mais aussi aux États-Unis, qui comprennent finalement qu'il y a une autre façon d'innover. Donc c'est ça, à mon avis, en termes d'innovation ou leadership, c'est de voir que finalement j'ai apporté des modèles alternatifs. Et je crois que c'est ça qui se passe, c'est qu'en ce moment, c'est que beaucoup d'entreprises pensent qu'il y a une façon d'innover, une façon d'être un leader. Et je crois qu'on j'amène un nouveau regard. Au départ, ils sont un petit peu pas certains qu'effectivement ce modèle est vraiment pertinent pour eux. Mais à travers quelques projets pilotes, ils testent ça et puis ils voient qu'effectivement ça marche.
et ensuite ils essaient de mettre ça à grande échelle. Donc ça prend du temps, vous voyez, parce que ce que j'apporte en fait, c'est pas une formule bien faite, vous voyez, vous suivez il faut s'approprier, bien sûr. Voilà, exactement. Donc le temps d'appropriation, j'ai vu que ça prend au moins entre 3 et 5 ans. Et c'est pour ça que les entreprises que je conseille, je lui dis, je ne viens pas ici en style commando, j'appelle. Voilà un problème, j'attaque et je pars en quelques semaines, quoi. Moi, je suis là avec vous, je vous accompagne pendant 3 à 5 ans, parce que ça prend du temps pour changer une culture d'entreprise. Et donc, en termes de choix que je fais des entreprises avec qui je travaille, je suis très sélectif parce que je veux m'assurer que c'est des entreprises qui pensent sur le long terme. Qu'elles s'engagent quelque part avec vous. Exactement. Et non pas chercher des avantages de court terme, quoi. Alors ça, c'est les grands groupes, hein, les PDG du CAC 40 dont vous nous parlez. Mais il y a aussi tout le reste. Vous nous parliez tout à l'heure, la clé, c'est de se dire que j'ai le pouvoir. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu presque une évidence aussi quand on voit tous les mouvements citoyens qui sont de plus en plus nombreux et surtout le numérique qui décuple les moyens d'agir. Les nouveaux entrepreneurs qui sont de plus en plus engagés, finalement, quand on regarde un peu partout, c'est vraiment un mouvement mondial. C'est quoi votre sentiment par rapport à tout ça ? Vous dites, bah oui, c'est le cours normal des choses, ou vous-même, vous êtes aussi étonné ? Moi, je crois qu'en fait, non seulement je suis étonné, mais je dois faire une confession, mais moi, je m'identifie davantage avec la génération Y et peut-être même Z que ma propre génération, qui est X. Parce qu'en fait... Génération X, on était quand même des carriéristes, c'est-à-dire que on faisait un diplôme grande école et après on rentre dans un CAC 40 et puis on finit là-bas, quoi, après 30 ans de carrière. Et après, à 60 ans, on se dit, tiens, ça y est, c'est bon, j'ai accompli ce que je voulais sur le plan professionnel. Et là, il est temps de redonner à la société. Donc, c'était vraiment la hiérarchie des besoins Maslow classique, quoi. Mais ce que je vois avec la génération Y, et particulièrement Z, qui va être encore plus fascinante, c'est qu'en fait, elles n'attendent pas qu'ils ont 60 ans pour redonner à la société. Ils veulent effectivement s'exprimer très tôt dans la vie. Ils veulent transmettre. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, cette envie de transmettre assez tôt. Voilà. Ma génération X, c'était je prends, take la société. À 60 ans, ça y est, je redonne, quoi, give, quoi. Voilà. Comme vous dites maintenant, et c'est un peu le framework que je vais introduire dans mon prochain livre, c'est que c'est beaucoup plus la génération qui vient, elle est beaucoup plus dans l'idée de ce qu'on appelle give and take. Vous voyez, on donne et on reçoit. C'est une forme de danse, en fait, avec les autres. Et ils ont aussi une conscience environnementale qui est beaucoup plus aiguë, avancée que ma génération. Et c'est pour ça que je disais, sans blague, en fait, sérieusement, c'est que je m'apprends davantage en valeur avec la génération Y et même Z que génération X. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise. Pour moi, c'était quelque chose, je pensais que ça allait venir. J'étais même un peu impatient. Il y a une dizaine d'années, donc je suis très content, même reconnaissant que finalement les choses commencent à changer. Mais attention, il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire parce que aux États-Unis, par exemple, sous Obama, il y a eu il a amorcé, en fait, il a catalysé beaucoup cette forme d'innovation civique, très bottom-up. Et puis, malheureusement, avec Trump, en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de centralisation de pouvoir. Non seulement centralisation de pouvoir, mais en plus, il y a beaucoup de comment on appelle ça, la politique, par exemple, sur le plan environnemental, etc. On est en fait en train de faire un grand pont en arrière, quoi. Il y a aussi des résistances qui s'organisent, on va dire. Voilà. Mais le problème, c'est actuellement, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est qu'il y a davantage de résistance contre le statu quo, sans nécessairement offrir d'alternatives. Et c'est ça que je crains, c'est qu'on n'est pas encore dans cet état d'esprit de dire ça y est, finalement, effectivement, il y a une forme de gouvernement, des dirigeants qu'on n'est pas d'accord avec, mais qu'est-ce qu'on peut faire différemment ? Et là, je crois que malheureusement, on en parlera peut-être, mais Silicon Valley, elle est un peu déconnectée de la réalité. Oui, on va y venir. Voilà, et donc ça fait que moi, j'adore venir en France et en Europe en particulier, parce que je crois que c'est ici qu'il y a beaucoup plus, comment on appelle ça, d'effervescence en termes d'activité entrepreneuriale et surtout des idées vraiment originales, quoi. Justement, donc vous êtes toujours dans la Silicon Valley et c'est peut-être en observant ce qui se passe autour de vous que vous en êtes venu à réfléchir à ce nouveau concept, ce concept de société consciente qui sera expliqué dans votre prochain livre qui va paraître en 2018 ou en 2019. 2019. Une société qui est consciente de son progrès, de ses pouvoirs d'innovation, mais qui le met au service de la résolution de ses problèmes. C'est ça une société consciente ? En effet, c'est une société consciente. C'est une société inconsciente serait une société en fait qui particulièrement est motivée par la peur, la cupidité et la quête de pouvoir. En gros, c'est ça, quoi. Et donc, j'utilise le terme conscient, non pas
d'un point de vue occidental, qui est beaucoup plus, donc on regarde la conscience sur le plan mental, mais plutôt en termes d'oriental, en termes de philosophie, par exemple, hindoue, qui vraiment se base sur le système de chakras. Donc, c'est en fait les centres d'énergie dans votre corps subtil. Et on a sept donc, chakras dans notre corps subtil. Et les 3 chakras inférieurs, qui en fait qui gèrent en fait la peur, la cupidité, les désirs et ensuite le pouvoir. Et aujourd'hui, quand on regarde le monde, et particulièrement le monde occidental, la civilisation occidentale, quelque part, elle est complètement animée par ces 3 énergies primitives, quelque part. C'est le cas du toujours plus. Voilà, exactement, qui vient en fait d'un sentiment de rareté. Parce qu'en fait, quand on est géré par les énergies des 3 chakras inférieurs, on pense qu'en fait, on n'a jamais suffisamment, quoi. Donc, c'est cette idée de carence ou de rareté. C'est uniquement quand on active le chakra du cœur, qui est la compassion, qu'on commence à être moins auto-centré, on commence à prendre soin des autres, on fait attention aux besoins des autres. Et donc, une société consciente, c'est une société, en fait, qui opère davantage en s'appuyant sur les énergies donc, du cœur, l'ingéniosité, c'est notre énergie positive, la sagesse, l'intuition, par exemple, etc. Et non pas se laisser guider, en fait, par ces énergies qui sont négatives, comme la peur ou la cupidité ou cette course vers le pouvoir. Alors, vous dites, mais tout cela, en fait, c'est pas simplement un changement d'état d'esprit, ça va vraiment beaucoup plus loin, c'est un changement d'état de conscience, finalement. Exactement. Comment on y arrive? Comment on fait? Alors, dans mon livre, en fait, je vais essayer d'étudier, de mettre en valeur à peu près 50 études de cas à travers le monde. Et pour répondre à la question, comment on parvient à ça, il y a un rôle à jouer pour les institutions. Donc, par exemple, l'école peut être un catalyseur pour effectivement faire évoluer les consciences. Un cas concret, par exemple, ce serait en Finlande, où ils sont en train d'expérimenter avec cette idée d'abolir les sujets individuels. Donc, histoire, géo, mathématiques. Ils sont en train, de piloter un concept qui s'appelle Phenomenon-Based Learning. C'est l'apprentissage des phénomènes, mais de façon holistique, intégrale. Donc, l'idée, c'est par exemple, si vous êtes intéressé d'apprendre la Deuxième Guerre mondiale, on ne l'enseigne pas uniquement en histoire. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, un enfant finlandais va pouvoir apprendre ça sous plusieurs perspectives. Il va comprendre à la fois les aspects scientifiques, les aspects mathématiques, les aspects histoire, géographie. Et donc, je crois que c'est la première chose à faire. C'est important parce que la prise de conscience requiert en fait une perspective globale. Ouais. Et malheureusement, depuis, je dirais, le siècle Lumière, la connaissance est devenue beaucoup plus fragmentée. On est devenu pluridisciplinaire. Et là, il est temps, effectivement, qu'on réintègre ces connaissances-là, qui sont beaucoup plus dispersées, beaucoup plus fragmentées. Et donc, l'école peut jouer un rôle, effectivement, d'enseigner les enfants, ou du moins inculquer aux enfants cette perspective globale. Les leaders politiques, qui aujourd'hui utilisent, désolé, mais la peur, souvent... Pour certains d'entre eux. Voilà, certains d'entre eux, voilà, effectivement, ils ne comprennent pas, finalement, que ce n'est pas vraiment un vrai levier, en fait, de croissance à la fois sur le plan économique et social. Donc, j'utilise par exemple le cas de Jean-François Caron. Vous connaissez le maire de Los Angeles, effectivement. C'est une petite ville du Nord qui s'est complètement transformée ces 30 dernières années. Voilà. Alors que vous comparez ça avec Flint, une ville donc, dans le Michigan, aux États-Unis, dont Michael Moore a fait pas mal de films aux États-Unis, où c'est même taille que Los Angeles, mais simplement il y a eu un leadership qui était inconscient, qui n'était pas capable effectivement de mobiliser les gens et de dire finalement il faut qu'on transcende cette peur. Et Jean-François Caron l'a fait très bien, c'est que tout d'abord il s'est appuyé ce sentiment de fierté en disant on n'est pas des victimes. Et je crois que ça c'est un gros problème, c'est qu'actuellement quasiment plein de gens dans le monde se sentent comme des victimes. Et quand on est victime, on se sent impuissant et on commence à blâmer les autres et on cherche des boucs émissaires. C'est pas le bon commencement. C'est pas le bon commencement. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, donc mon livre, je regarde beaucoup les recherches sur neurosciences. Le problème, c'est que la peur vous fait agir très rapidement. Alors que, parce qu'en fait, ça fait agir votre système limbique du cerveau, qui est quand même beaucoup plus évolué et qui est capable effectivement de sentir des réponses très rapidement à des stimuli. Alors que le système, le cortex préfrontal,
on est censé prendre des décisions beaucoup plus mûres, c'est moins évolué. Et donc, c'est pour ça que ce soit en termes de publicité ou en termes de messages politiques, on utilise des slogans, en fait, qui font appel directement à l'amygdala, qui est donc le centre qui gère, en fait, ce qu'on appelle fight or flight. Ouais. Voilà. Donc, en fait, pour appeler un vote assez rapide. Assez rapide, exactement. Et là, je pense que c'est pour ça que dans mon livre, je regarde, en fait, comment les dirigeants politiques, les hommes d'affaires, ont un concept, une relation avec le temps qui est sur le temps long. Parce que l'idée de devenir conscient, c'est de dire que je prends une décision aujourd'hui qui ne va pas uniquement apporter des gains à court terme, mais peut-être m'apporter des gains sur le long terme, non seulement pour moi, mais pour la société, quoi. Donc ça requiert vraiment cette capacité de projection dans le temps, qui est très difficile à faire quand vous êtes en mode survie. D'ailleurs, c'est la différence. Quand on est inconscient, on est complètement en mode survie. Et donc, du coup, ce que vous dites aussi, c'est que quelque part, il faut savoir écrire sa propre histoire aussi. Absolument. Et aussi s'approprier son histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que soit il y a deux voies royales, deux voies royales de développement actuellement qui m'inquiètent, c'est que soit on est dans un pays comme les États-Unis qui est uniquement orienté vers le futur. Le passé, finalement, ça ne les intéresse pas tellement, quoi. C'est uniquement le futur parce que c'est un pays qui est orienté vers l'avenir et demain, quoi. Et puis, il y a d'autres pays où on voit finalement, on s'accroche au passé. Et donc, on ne veut pas évoluer quelque part. Et donc, il faut quelque part trouver un juste milieu où on est en une forme de relation avec le passé qui est saine, on est fier de façon saine aussi, qu'on s'approprie du passé, malgré des aspects du passé qui peuvent être un peu traumatisants, douloureux, mais il faut l'intégrer, il faut pouvoir effectivement évoluer dans le futur. Et c'est là, je pense qu'il y a beaucoup de pays en ce moment, je vois par exemple même en Inde, on est en train en fait de fuir le passé, parce qu'on veut tellement se moderniser. Et donc dans le livre, j'essaie de montrer comment le passé peut être à la fois porteur de sens, mais aussi porteur de bonnes pratiques. Et là, je crois que c'est très excitant, parce que quand on regarde le domaine de santé, le domaine de l'agriculture, je crois qu'il est temps qu'on remonte dans le temps maintenant pour trouver les bonnes pratiques sur le plan agricole, sur le plan de santé, qui marchaient très bien dans le temps. Il y a même actuellement pas mal... On y revient un petit peu avec tout ce qui est agrobiologie. Exactement, ou même en termes de construction, il y a à Grenoble un centre qui s'appelle Cratère, très fascinant, qui s'inspire beaucoup des techniques de construction ancestrales, qui donc conjugue, intègre le passé, donc technique ancestrale, avec la technologie moderne, donc la conception ordinateur, etc., pour construire des habitats qui, effectivement, par exemple, qui ne nécessitent pas de climatisation, et pourtant peut avoir une aération tout à fait agréable, par exemple. Dans votre livre aussi, vous dites qu'au niveau individuel, il faut aussi savoir privilégier le savoir-être plutôt que le savoir-avoir. Je peux donner mon propre exemple, c'est que jusqu'à 37 ans, j'étais dans l'avoir. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, j'étais donc un nouveau immigré aux États-Unis. Et donc, étant américain, pour moi, c'était il faut avoir du succès, il faut avoir de l'argent. Donc, c'était la course effrénée pour effectivement avoir le succès et l'argent. Et puis, comme j'expliquais, à 35 ans, j'ai eu une grande crise de santé. Et c'est là qu'effectivement, j'ai redécouvert un peu le yoga, par exemple, que j'avais donc pratiqué quand j'étais gamin. J'ai redécouvert aussi la science médicale indienne traditionnelle qu'on appelle le Ayurveda. Et là, effectivement, j'ai compris qu'il fallait... en fait, quand vous regardez la nature, elle a des cycles, ce qu'on appelle régénération. Donc, il y a une phase où, effectivement, on donne à 100%. Et puis, il y a une phase, effectivement, il faut qu'on se ressource. Et dans les sociétés occidentales, en fait, on donne 200% tout le temps. Et on ne prend pas de temps, effectivement, pour se ressourcer sur le plan physique. Mais ce n'est pas uniquement sur le plan physique. On n'a pas le temps. Mais il faut créer le temps. Et donc, c'est la leçon que j'ai apprise, effectivement, c'est il faut se créer ce temps-là pour aller explorer donc, le soi, que ce soit à travers la méditation pleine conscience, que j'ai découvert il y a 12 d'années, ou le yoga, ça fait donc 15 ans que je pratique maintenant. Donc, j'ai commencé à approfondir effectivement ces pratiques-là. Et c'était quelque chose de assez déroutant au départ. Parce que j'étais tellement dans l'action, je suis quelqu'un, vous savez, qui a beaucoup d'énergie et qui aime bien effectivement être dans l'action. C'est difficile de s'arrêter, en fait. De s'arrêter, exactement. Ouais. Et donc, après 10 ans de pratique, je peux dire que finalement, ce que je vois, c'est que si on fait ces pauses-là pour aller s'explorer soi-même, en fait, on va aller puiser dans cette créativité. Par exemple, j'écris mon prochain livre. C'est fascinant parce qu'en fait, je prends par exemple des jours entiers où je fais rien, en fait.
Des fois, je médite ou alors je fais autre chose. Mais finalement, c'est là, effectivement, je vois Et justement, se dire qu'on fait rien, c'est déjà peut-être ne pas bien le décrire. Oui, je dirais, enfin, les gens peuvent juger, quoi, comme Ouais. si je faisais rien. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est le moment, effectivement, on essaie de traiter les informations dont on a lu ou écouté, qui permet aussi d'aller puiser, en fait, dans une forme de, je dirais, de créativité qui est beaucoup plus, en fait, deep, beaucoup plus profonde. Et donc, je crois que l'idée de savoir-être, c'est de dire, finalement, le savoir avoir, dans le avoir, on satisfait en fait les besoins primaires, qui est important, effectivement, mais les besoins existentiels, que ce soit en termes de savoir c'est quoi mon purpose, c'est quoi mon étoile polaire, quelle peut être ma contribution pour la société, on ne va pas découvrir les réponses à ça si on est tellement dans cette course de l'avoir. Voilà, voilà. Donc c'est là, je pense qu'il est temps effectivement qu'on crée un équilibre. Encore une fois, c'est pas ou, hein, c'est pas soit je fais de l'avoir, je cherche de l'avoir ou de l'être. Non. C'est très équilibré. On est plus dans le et. Et voilà, exactement. Effectivement. Ce qui a complètement changé aussi, Navi Radjou, c'est que le monde aujourd'hui, il est un. Il n'y a aucun problème qui est déconnecté. Le monde occidental, les pays émergents, finalement, ils doivent co-construire ensemble, car ils sont tous touchés de la même façon par les grands problèmes. Et en premier lieu, c'est le changement climatique. La donne, elle a complètement changé, Navi Radjou. Oui, absolument, parce que je pense que j'appelle ça les problèmes sans frontières, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des problèmes, vous voyez, on parlait du premier monde et le tiers-monde, hein, les problèmes des riches, les problèmes du Sud. Deux exemples de problèmes qui illustrent ce concept de problème sans frontières. Par exemple, l'eau affecte non seulement les pays pauvres, hein, par exemple en Inde, on va faire face à une grosse catastrophe en termes de rareté d'eau, mais comme j'ai expliqué, au Silicon Valley, qui a quand même le PIB le plus élevé par habitant, on fait face quand même à une pénurie d'eau. Donc, c'est une problématique, en fait, l'eau qui affecte tout le monde, quel que soit effectivement le niveau de revenu. Deuxièmement, vous prenez l'exemple des maladies chroniques. On appelait ça les maladies des riches, vous savez, cardiovasculaires, diabète, tout ça. Et aujourd'hui, l'Inde et la Chine sont en train de se rivaliser pour devenir la capitale mondiale du diabète et des maladies cardiovasculaires. Donc, on est en train d'exporter la morbidité. On appelle ça, en fait, voilà, les problèmes chroniques, hein, les maladies chroniques qui étaient effectivement des maladies riches. Maintenant, dans les pays pauvres, qui effectivement, malheureusement, ont un système de santé qui est tellement sous-développé qu'il n'est pas capable, en fait, de gérer cette explosion, cette épidémie, en fait, de maladies chroniques. Donc, effectivement, il y a une convergence. Donc, j'appelle beaucoup de convergence parce que les problèmes du Sud et du Nord sont en train de converger. Oui. Et effectivement, le changement climatique est le problème parce que, et je dis toujours ça, c'est que malheureusement, on ne peut pas dire ici en Occident, si l'Inde et la Chine veulent polluer, c'est leur problème parce que leur pollution, quelque part, va affecter... Sera la nôtre. Voilà, exactement. Donc, je crois que c'est malheureux de dire, mais quelque part, je me dis, finalement, il y a un intérêt personnel éclairé, j'appelle, pour l'Occident, de se sentir responsable du trajectoire de développement des pays émergents. Parce que s'ils vont évoluer de la même façon que nous, on a fait ces 200 dernières années, ce sera une catastrophe sur le plan planétaire qui va aussi affecter nos qualités de vie ici en Occident, quoi. Donc, effectivement, ces jours-ci, je parle beaucoup de convergence des problèmes. Je parle aussi de convergence des solutions. Et dire finalement, il faut que le Nord et le Sud commencent à intégrer leurs forces, conjuguer le talent et les idées et le capitaux pour justement co-créer des solutions à ces problèmes sans frontières qui affectent toute l'humanité. Comment vous définissez-vous aujourd'hui, quand on dit de vous, vous êtes un expert, vous le balayez de la main, vous dites d'ailleurs que les experts, ça ne veut rien dire, et que les experts, aujourd'hui, ils ne sauront plus rien dans 5 ans. Ça veut dire quoi? C'est un peu déstabilisant aussi. Oui, j'ai mon premier TEDx que j'ai fait, c'était à Grenoble, école de management, et c'était sur l'idée de l'art de désapprendre. Parce qu'en fait, vous désapprenez régulièrement. Il faut le faire parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que par exemple, ils ont fait une étude à Berkeley University. Ils ont estimé que le temps qu'un étudiant finit ses études de licence maîtrise, quand il sort de l'école et qu'il rentre sur le marché du travail, il y a déjà un décalage de 6 ans entre la demande des compétences de l'entreprise et ce qui a été enseigné à l'école. Déjà un délai de 6 ans. C'est un peu ennuyant quand même. Oui, mais justement. Et donc, ça fait que je parle toujours, maintenant, je dis que, je vais faire de franglais, je m'excuse, mais avant, on avait un concept de just in case learning. C'est-à-dire qu'on vous bourre le crâne avec plein de connaissances au cas où vous en aurez besoin un jour, just in case. Là, on rentre dans un nouveau modèle d'éducation, ou je dirais de formation ou d'auto-formation, qui est just in time.
Parce qu'en fait, je ne sais pas a priori quel va être, je sais pas moi, le métier que je vais choisir ou quel projet auquel je vais être m'atteler à. Donc ça fait qu'il faut pouvoir effectivement apprendre sur le tas, de façon beaucoup plus learn by doing, on appelle ça maintenant, de façon empirique. Donc je crois que et je pensais même à un moment donné écrire peut-être une tribune sur que ça s'appellerait peut-être Vive l'économie de l'ignorance. Parce qu'on parle beaucoup de l'économie de connaissance, vous voyez. Et là, je crois qu'il faut plutôt célébrer l'ignorance, parce qu'effectivement, quand on est ignorant, on n'a rien à prouver, en fait. Parce que la connaissance, à un moment donné, devient un fardeau. Vous voyez. Donc, l'expertise, c'est ça, c'est que je suis le maître d'un domaine. Oui, mais le problème, c'est que tes connaissances sont obsolètes au bout de quelques années, quoi. Donc, parce que les choses sont en train d'évoluer tellement vite. Donc, ce qui est important, c'est la capacité d'apprendre et de désapprendre de façon continue. Oui, c'est ça. Donc, il faut former des gens, finalement, apprendre à apprendre. À apprendre tout le temps. Donc, il n'y a plus d'experts, mais en revanche, il peut y avoir des leaders sages. Hein. C'est ce que vous décrivez dans une dernière tribune. Et vous avez quelques exemples, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Angela Merkel. Toutefois, il n'y a aucun qui réunit les 6 critères du leader sage que vous avez déterminés. Il n'y en a aucun, donc, de complètement sage à la surface de la Terre, Navi Radjou. C'est-à-dire que quand on regarde le concept de leadership sage, on a identifié en fait 6 compétences clés qui en fait permettent à un leader, on appelle intelligent, d'évoluer vers un leader sage. Et le challenge que beaucoup de leaders ont, c'est que en fait, c'est comme 6 muscles. Donc, c'est 6 muscles en fait qu'il faut pratiquer continuellement pour effectivement évoluer vers un leadership sage. Et ça prend du temps. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, c'est comme n'importe quel, ce qu'on appelle une bonne habitude. Hein. Effectivement, on veut quitter de fumer, par exemple, on va arrêter de fumer, on prend de nouvelles habitudes, mais ça prend du temps pour faire perdurer ça dans le temps. Et donc, c'est pour ça que ce qu'on a noté, c'est que le leader sage, en fait, je donne un exemple concret, c'est que, par exemple, quelqu'un peut avoir une motivation très noble de faire du bien pour la société ou la planète. C'est important. Parce qu'effectivement, c'est une motivation qui est beaucoup plus, comment on appelle ça, centrée sur les autres. Donc ça, c'est très important d'un leader sage. Par contre, cette même personne peut avoir un problème avec la persévérance. Peut-être qu'elle a une crise de confiance en soi, enfin, manque de confiance en soi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, ils ont une intention noble, mais le problème, c'est que dès qu'ils sont critiqués ou ils font face à une adversité, ils lâchent prise très vite. Ils n'ont pas cette capacité de ténacité, on appelle ça ténacité ou de persévérance. Donc, c'est pour ça qu'on a identifié les 10 principes. On se dit, au cours de votre vie, commencez par 2 ou 3 compétences, développez ça. Et puis ensuite, ça vous donne en fait cette confiance de pouvoir cultiver les autres compétences. Et puis aussi, inspirez-vous des autres leaders qui peut-être ont des compétences que vous n'avez pas, afin que vous pouvez effectivement vous inspirer d'eux et apprendre des leçons de ces autres leaders aussi. C'est qui le leader qui vous inspire le plus aujourd'hui, le leader dont vous vous dites, c'est lui qui rencontre le plus l'air du temps et ce qu'il faut être? Moi, c'est Obama. Pourquoi le leader actuel? Parce que il n'est pas président, mais vous savez qu'il a mis en place le Obama Foundation, donc une fondation. Et il a annoncé il y a quelques semaines que son objectif maintenant, c'est effectivement de créer des leaders sages qui vont être issus des prochaines générations. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a décidé? C'est qu'il veut consacrer, il est encore jeune, le restant de sa vie, justement de former une nouvelle génération de leaders qui sont moins auto-centrés, qui sont plutôt centrés sur les problématiques de la société, de l'environnement, qui sont finalement leaders, comme j'expliquais, qui sont moins aussi obsédés par le pouvoir. Et donc, j'appelle ça leaders qui sont capables de mener de devant, du centre ou de l'arrière. En même temps, il faut avoir du pouvoir si on veut agir. Mais simplement, comme j'ai expliqué, le pouvoir maintenant, il est beaucoup plus diffus. Donc, c'est beaucoup plus un facilitateur de réseau. D'ailleurs, c'est comme ça que Obama a été élu. Elle s'appuie en fait sur les réseaux grassroots, de base. Et donc, il veut quelque part commencer à créer une forme d'école à grande échelle pour former justement. Je suis content parce que quelque part, en fait, il envisage que les prochains dirigeants, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, les dirigeants politiques, quelque part, il veut créer un nouveau blueprint, un nouveau modèle leadership, en utilisant bien sûr lui-même comme exemple, donner l'exemplarité. Mais je crois que lui, il m'inspire beaucoup parce que je crois que c'est quelqu'un qui, s'il avait eu la chance d'avoir 2 autres mandats, la Constitution l'interdit. Oui. Mais là, actuellement, c'est malheureux parce que je pense que s'il avait fait ça, je crois qu'il aurait donné le temps, en fait, le temps pour les autres leaders du monde
à faire la bonne chose. C'est sûr que 8 ans, finalement, c'est assez court. C'est très court. Parce qu'il a passé beaucoup de temps, en fait, à combattre les républicains. Ça s'est passé. Donc, c'est toujours le problème. C'était tellement polarisé. C'était une figure qui était tellement polarisante. Et c'est un peu aussi le problème pour les leaders sages. Hein. On n'est pas admiré. Il y a deux choses avec les leaders sages qu'on a observées. C'est qu'ils sont des fois polarisants, parce qu'ils veulent changer des choses radicalement, et on le voit des fois. Les gens ont du mal à accepter ça, le changement radical. Deuxièmement, c'est que souvent, ils vont prendre des décisions. Je pense à Merkel, par exemple, qui a laissé entrer quand même 1 million de réfugiés en Allemagne. Des décisions qui, à court terme, peuvent être impopulaires et même contre-intuitives quelque part. Mais en rétrospective, on va comprendre finalement sur le long terme, on va se retourner et dire finalement c'était une bonne décision, quoi. Ouais. Donc ça fait qu'il faut que la personne ait suffisamment d'audacité et d'humilité de dire je vais planter en fait les germes de quelque chose et je ne serai pas là au pouvoir pour récolter les fruits. Pour récolter les fruits, tout à fait. Vous allez travailler avec Obama là du coup, ça c'est parfait pour vous ça. Vous allez travailler avec Obama? Obama pas directement. Mais à travers sa fondation, j'aimerais bien, surtout pour la société consciente, j'aimerais bien en fait qu'il écrive la préface du livre. C'est un peu mon rêve. Ah bah, on vous le souhaite en tout cas. Petit retour en France avant de terminer ce podcast. La France, elle planche en ce moment sur un nouveau projet de loi qui définira le rôle de l'entreprise. L'entreprise qui doit aussi avoir un rôle social, qui doit s'insérer dans la société. Rien de contraignant toutefois dans cette loi, mais c'est quand même une évolution notable. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tard pour vous? Vous dites quoi? C'est tant mieux ou Je pense que Milton Friedman, qui était donc un néolibéral, économiste néolibéral de l'économie pendant l'école de Chicago, comme on appelle, il disait que le business of business is business. C'est-à-dire que la raison d'être d'une entreprise, c'est de faire des affaires. Voilà. Et aujourd'hui, on rentre dans un nouveau paradigme qui est que le business of business is society. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui dis, mais on voit par exemple Larry Fink, qui est donc le patron de BlackRock, un fonds d'investissement avec 6 trillions de dollars. Ils investissent effectivement massivement dans les entreprises publiques aux États-Unis. Il a écrit effectivement, il a envoyé une lettre au PDG donc, des grands groupes américains en disant qu'effectivement, si une entreprise n'a pas une étoile polaire, c'est-à-dire elle n'est pas connectée à une noble cause qui consiste effectivement à contribuer à la société, cette entreprise ne sera pas durable sur le long terme. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, il veut commencer à influencer la prise de décision des patrons et des COMEX dans les entreprises dans lesquelles il investit, pour qu'effectivement il y a une vocation sociale dans ces entreprises-là. Et je ne parle pas ici de RSE, ce n'est pas une question de responsabilité sociale classique. Non, on parle vraiment de business. Exactement. C'est comment intégrer au cœur même de leur business model, de ces entreprises, cette prise de conscience donc sociétale et dire finalement, est-ce qu'il est possible effectivement de faire du bien à la fois pour les actionnaires et la société et la planète? Donc, c'est une équation à 3 variables qu'on n'était pas capable de résoudre avant. Mais ça se fait déjà. Par exemple, à Siemens, c'est très intéressant parce que Siemens, donc grand groupe industriel, ils sont en train d'adopter une stratégie qui s'appelle B2S, Business to Society. Parce qu'ils se rendent compte qu'avant, ils étaient dans le B2B, Business to Business. Ils vendaient des équipements industriels à d'autres entreprises. C'était le B2B. Et là, l'idée de B2 Society, c'est de voir pays par pays, c'est quoi les besoins sociétaux. Donc le B2C, finalement, a été effacé par le B2S. B2S, voilà. D'accord. Donc l'avenir, ce sera B2S, Business to Society. Alors concrètement, ça veut dire quoi? C'est que quand je fais une stratégie de l'entreprise, je ne regarde pas uniquement les besoins du marché. Donc on va aller des besoins du marché aux besoins de société, et non pas à court terme, mais peut-être à moyen terme. Donc par exemple, Siemens regarde c'est quoi les besoins de l'Afrique du Sud dans les 5 ans à venir, en termes de société, en termes de création d'emplois, en termes d'éducation. Et donc, ils font ensuite ce qu'on appelle un gap analysis, c'est-à-dire entre la demande de la société dans 5 ans et notre offre, est-ce qu'il y a un gouffre? Et comment combler ce gouffre? Et donc, pour moi, c'est fascinant. C'est fascinant et c'est réellement innovant, là. Exactement. Et ensuite, ça devient plus intéressant, c'est qu'ensuite, ils vont lier ces objectifs-là aux rémunérations des cadres. Ben oui, il faut un incentive, voilà. Tout d'un coup, les cadres, ils vont dire, je ne suis pas là uniquement pour innover et créer des solutions pour le marché, mais aussi pour trouver des solutions pour les problèmes sociétaux. Oui, donc ça, c'est effectivement vraiment puissant. Navi Radjo, on va terminer ce podcast avec une interview dans l'interview. C'est ce que j'appelle l'interview déclic.
Je vais vous poser toute une série de questions et voici la première. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière ? Suivre son cœur. Suivre son cœur. Le mentor que vous auriez aimé avoir ? Pardon ? Le mentor que vous auriez aimé avoir ou peut-être même que vous avez eu ? Dalai Lama. Ah oui, ça c'est effectivement, il y en a pas mal qui aimeraient bien avoir ce mentor. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si... Sans mes parents. Qui m'en fait m'ont donné carte blanche de suivre ce que je voulais faire. Donc je dirais, oui, effectivement, je n'ai pas réalisé tout ce que j'ai réalisé sans mes parents qui finalement ne m'ont pas dit qu'est-ce qu'il fallait faire, mais au contraire ne m'ont pas imposé quoi que ce soit. Ils m'ont dit tu peux faire tout ce que tu veux. Un conseil que vous donnez tout le temps ? Être soi-même. Je crois que l'authenticité, c'est quelque chose qu'on a peur de l'exprimer, mais je crois que c'est vraiment une grande qualité qu'il faut cultiver et l'exprimer aussi. Merci beaucoup Navi Radjou. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut avoir de vos nouvelles sur vos recherches, vos publications ? Ce serait peut-être de me suivre sur Twitter, hein, donc c'est Navi Radjou, c'est mon handle. Vous pouvez visiter aussi mon site web qui est naviradjou.com. Merci beaucoup en tout cas Navi Radjou. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés avec Navi Radjou. N'hésitez pas à vous abonner, à nous faire part de vos conseils et commentaires pour faire progresser ce podcast, le dire et le partager si vous l'avez aimé et encore mieux nous noter 5 étoiles si vous avez passé un moment inspirant avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Impact Positif.